Bonjour à toutes et tous, et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette dernière journée ISEA. Donc ça a été un plaisir de vous accueillir tout au long de la semaine au Forum des images pour cette édition du The International Symposium on Electronic Arts. Et surtout, c'est un plaisir pour nous aujourd'hui, en tant que Forum des images, de prendre la parole pour vous présenter le New Images Hub, qui est un programme d'accompagnement au secteur de la création numérique et à ses professionnels qu'on décline sur toute l'année et qu'on a lancé au deuxième semestre 2022 et qu'on construit encore notamment. Et qui en fait a pour objectif d'accompagner donc les professionnels de l'AXR sur toutes les étapes, sur toutes les grandes étapes de la chaîne de valeur de la conception d'une œuvre, donc de l'écriture en passant par la production et le développement et jusqu'à la distribution. Donc avant que je vous en dise plus sur les missions du Hub et notamment les différentes actions, donc comment est-ce que ça prend forme concrètement, est-ce que certains d'entre vous connaissent le New Images Festival ou pas? Je vois il y a des mains qui se lèvent un peu. Donc pour la faire un peu courte, le New Images Festival, c'est un de nos temps forts annuels au Forum des images qui est dédié à la création numérique et au monde virtuel. Donc ça prend la forme d'un festival où en fait 3 jours sont dédiés exclusivement aux professionnels, avec notamment la tenue de 2 marchés, donc un de développement et un de distribution, une programmation de talks et d'ateliers sur 3 jours, bien sûr du networking et aussi une sélection donc, du meilleur de la création immersive internationale et française. Donc par création immersive, j'entends la VR, donc VR immersive, enfin interactive ou 360, réalité augmentée, réalité mixte, mais aussi des installations immersives, des performances hybrides, etc. Et en fait, ce qu'on a constaté depuis 2018, qui était la date de la première édition de New Images Festival, c'est qu'il se passait vraiment quelque chose pendant ce festival au niveau de la filière et au niveau des professionnels. En fait, on remarquait vraiment une émulation hyper positive de la filière et une sorte de poussée en avant, donc avec des collaborations, des nouveaux types de collaborations qui se créaient, des opportunités de coprod, mais aussi de distribution, des partenariats qui soit se consolidaient, soit se créaient à cette occasion. Et en fait, fin 2022, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait en fait pérenniser ce momentum qu'on avait réussi à créer avec le festival et l'étirer sur toute l'année. Et donc du coup, accompagner la filière sur toute l'année. Et le New Images Hub, en fait, rassemble et structure en fait tout un ensemble d'activités qu'on propose à la filière et à ses professionnels sur toute l'année. Et ce programme d'accompagnement, il répond notamment à différentes observations. Donc on a eu tout le loisir d'observer avec toutes ces années de contact avec la profession. Donc ces différentes missions, on a notamment les questions qu'on a observées et les missions qu'on a qui s'affichent juste au-dessus. Mais c'est d'abord décloisonner en fait le secteur de la création numérique qui peut souffrir parfois d'un effet d'entre-soi. Donc du coup, l'objectif du Hub, c'est aussi de permettre la rencontre avec d'autres secteurs, la culture au sens large, le patrimoine, le jeu vidéo, la fashion, enfin c'est très large. Et l'idée, c'est de faire se rencontrer et échanger tous ces professionnels-là pour faire notamment émerger de nouveaux types de collaboration et de partenariats. On a aussi, comme je le disais tout à l'heure, la mission donc, d'accompagner et de mettre en réseau le secteur à tous les stades du projet, de permettre l'expérimentation et de créer les conditions en fait, d'un laboratoire d'expérience, puisque c'est souvent ce qui manque aussi pour les projets, l'opportunité de tester, de rencontrer un public. Au niveau plus large, donc hors filière de la création numérique, on a aussi la mission d'acculturer
Donc non seulement, comme je le disais tout à l'heure, la culture au sens large, les industries créatives, mais aussi les domaines du patrimoine, etc., qui peuvent en fait collaborer avec les secteurs de la création numérique et trouver de nouvelles solutions et de nouvelles réponses aux grands défis qui se posent aujourd'hui. On a aussi la mission de faciliter la distribution des œuvres en créant un réseau de distribution à l'international et en France. L'idée, en fait, c'est de renforcer un peu le tissu de cette filière professionnelle de la création numérique en misant en fait sur nos forces et les complémentarités des acteurs en place. Donc, je pense notamment aux lieux culturels. On a toutes des forces à mettre en avant. Donc, l'idée, c'est un peu de structurer ce secteur. Et ces différentes missions, elles s'incarnent, donc comme je le disais, dans des actions toute l'année, et d'ailleurs pas seulement des actions, mais aussi des partenariats, donc notamment des partenariats de distribution et de programmation, mais aussi d'expérimentation en France et à l'international. Une autre action qui va prendre forme très très rapidement et que vous allez pouvoir d'ailleurs vite voir, c'est la création d'un coin immersif au Forum des images. Donc en fait, on va installer, il y aura un accès libre à des casques VR. Donc ça permettra notamment aux professionnels d'avoir une opportunité de distribution sur l'année, ce qui est vraiment un enjeu dans le secteur. Et aussi, ça leur permettra un terrain d'expérimentation en fait, et de rencontre avec leur public. Mais aussi le hub, ça se traduit par notre présence en fait, dans des ateliers et des panels à l'international et en France. Et bien évidemment, une grande brique du hub. Donc ça, c'est le détail effectivement des différentes phases création, production et distribution sur lequel le hub s'inscrit et se positionne. Et la troisième grande action du hub, c'est nos résidences à l'international. Donc là, vous avez un détail des 3 dernières résidences qu'on a lancées au premier trimestre 2023. Donc une première résidence avec à Quito, avec la Oudla, donc en Amérique latine. Une deuxième résidence avec Medici, donc en Italie, la résidence Medici, et une troisième résidence qu'on vient de lancer avec Taïwan. Donc d'ailleurs, j'aurai une petite annonce à vous faire à ce sujet à la fin de l'échange, puisqu'en fait, j'annoncerai le nom du lauréat de notre résidence de développement à Taïwan, qui est en partenariat avec le CNC, Taika, le Kaohsiung Film Archive, le Bureau français de Taipei et l'Institut français. Donc voilà, pour revenir un peu au New Images Hub et à ce pourquoi on est là aujourd'hui, en fait, on s'est dit que pour parler du Hub et des enjeux qui motivent sa création, le mieux, c'était que plutôt de vous faire une présentation institutionnelle un peu morne, c'était de laisser la parole en fait, à des projets qu'on accompagne à différents niveaux et qui en fait incarnent totalement ces motivations et les enjeux qui sous-tendent notamment le Hub, mais aussi la filière de la création numérique au sens large. Donc j'ai avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui 2 projets qui sous-tendent, qui parlent en tout cas de ces enjeux-là. On a d'abord le projet Expérience Monroe, qu'on va d'ailleurs accueillir au Forum des images dans nos espaces du 27 mai au 25 juin. Et qu'on a accompagné entre autres sur le marché du New Images Festival en avril, donc il y a un mois, et dans leur demande de subvention. Donc pour en parler aujourd'hui, j'ai avec moi Stéphanie Siffras, qui est scénariste et réalisatrice sur le projet, et qui est accompagnée de Benoît Nguyen Tat, qui est scénariste et metteur en scène aussi sur le projet. Et le deuxième projet dont on va parler aujourd'hui, c'est le projet des fibres d'Ariane. Et alors là, vous avez peut-être déjà eu l'opportunité d'interagir avec le projet en venant au Forum des images, puisqu'il est installé en fait juste à l'entrée du public. Donc en fait, c'est un projet qui donne sur la rue du cinéma. Et en fait, pour lequel on propose là un terrain d'expérimentation au Forum. Il faut savoir que ce projet, qui du coup est installé devant le forum, fait partie d'un projet de recherche européen plus global sur l'immersion et l'interaction dans l'espace public, qui s'appelle Artcast4D, et sur lequel on est aussi partenaire. Mais ça, je laisserai Xavier Maître, qui est avec nous, vous en parlez bien mieux que moi. Xavier Maître, qui est chercheur à l'université Paris-Saclay, et responsable scientifique et artistique du projet Artcast4D. Donc voilà, je vous propose de découvrir ensemble leurs projets, les différents enjeux qui y sont attachés
et qui raconte tous quelque chose du New Images Hub et de son utilité. Donc voilà, pour commencer, est-ce que Stéphanie et Benoît, vous pouvez vous présenter et présenter rapidement le projet Expérience Monroe? Bien sûr. Alors, on est ravis de vous présenter ce projet qui, grâce au Forum des images, va pouvoir naître comme on l'avait rêvé au départ, en fait, de sa conception. C'est un projet qu'on développe tous les trois au sein de Principe Active Swing Digital. Nous, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser toutes les nouvelles technologies, de travailler avec des chercheurs, de travailler avec des artistes d'horizons différents pour inventer de nouveaux espaces de narration et voir comment finalement on peut re-questionner notre rapport à la fiction et proposer des autres façons de raconter des histoires. Et pour nous, ce qui est très important, c'est que toutes les technologies, toutes les innovations digitales qu'on peut faire proposent des expériences où il y a du vivant et un spectacle vivant autour de l'expérience. Sachant que le vivant peut naître aussi à travers des installations ou à travers des pièces, hein, on ne s'interdit rien. Mais vraiment, c'est très important que tout ce qui amène les spectateurs à venir assister à une narration se fasse dans un lieu physique, présent, où il y a du vivant et de la connexion. Alors, nous sommes... donc, il y a des auteurs graphiques, il y a des chercheurs, il y a des gens qui bossent sur la stratégie digitale, il y a des chorégraphes dans nos équipes. On travaille aussi avec Xavier, aussi, voilà. Au SAS, au sein du SAS et au sein de l'Université Paris-Saclay. Voilà. Tout ça, c'est possible parce qu'en fait, on ne peut pas faire des projets de cette ampleur-là, surtout quand on touche à une icône américaine, sans avoir des partenaires solides qui, au départ, vous font confiance quand rien n'existe. Ça a été le cas du SAS. Mais ça a été aussi le cas des Américains avec qui on travaille, qui s'appelle The Archive. The Archive est géré par Joshua Green, qui restaure les photographies de son père, qui s'appelait Milton Green, et qui a une magnifique collection de photographies. Bon, il y a aussi des éditeurs qui nous accompagnent, Robert Laffont, et il y a des lieux de diffusion. Le Forum des images et l'Atelier des Capucins à Brest ont rendu ce rêve possible. Parce qu'un projet transmédia, aussi fou soit-il, s'il n'est pas diffusé, eh bien, il n'existe pas. Donc, le projet que nous allons vous présenter, l'Expérience Monroe, c'est un roman graphique, une installation, une pièce de théâtre, une œuvre en réalité virtuelle et une série fiction. À chaque fois, ce qui est important pour nous, c'est que... c'est de rendre l'enjeu de la traversée, c'est le combat de Marilyn pour accomplir son rêve. Parce que ce qui est intéressant, au travers de tout ça, on s'est appuyé sur d'abord, il faut le dire, sur un texte que Marilyn, quand elle parlait des projets, il est né vraiment du livre de Marilyn qui est sorti, où elle raconte la première partie de sa vie et la construction de son enfance jusqu'à la construction de son personnage, de son mythe. Et c'est ça qui nous a intéressés. On s'est dit, dans tout le développement et dans toute cette série, en fin de compte, de construction, c'est d'amener les gens à approcher la femme derrière l'icône. Et surtout à proposer un parcours. C'est-à-dire, ce n'est pas des médias qui ne sont pas isolés les uns des autres, on propose un parcours, l'entrée de ce parcours est l'installation. Dans cette installation, le spectateur prend ou pas le choix de participer à l'expérience. Il est guidé à travers un jeu sur smartphone qui guide la déambulation et il rentre dans les mots de Marilyn, dans ce qu'elle avait à nous dire. Et nous, ce qui nous intéressait, parce que Marilyn Monroe a été beaucoup abîmée, même ces derniers temps, on lui prête beaucoup de choses qui sont extrêmement fausses sur qui était cette femme. Quand on a découvert son texte, on s'est rendu compte que finalement, il y avait énormément de clichés à dépoussiérer sur Marilyn et que le témoignage à son époque d'une industrie qui était l'industrie du cinéma en construction, de femmes qui essayaient aussi de s'émanciper, finalement, avec le décalage qu'apportait aujourd'hui le regard de cette époque et de la nôtre, nous racontait plein de choses sur notre monde aujourd'hui. Et ce qui a sous-entendu le parcours de cette narration de transmédia, c'est de faire revenir Marilyn dans le monde d'aujourd'hui pour questionner à travers ses écrits, à travers les propositions visuelles qu'elle avait laissées, notre époque. Et ça, c'est le fil conducteur qui relie tous les médias. Avec la promesse des gens d'apparaître à un moment, c'est la partition d'apparaître dans le récit transmédia, à certains endroits, voilà, avec une promesse dans le récit. Donc ils peuvent rejoindre l'aventure en participant
dans des modules de l'installation, et après les spectateurs se retrouvent intégrés à la narration, et même la promesse finale pour ceux qui gagnent le jeu, c'est d'apparaître dans la série fiction que nous avons écrite. Alors la pièce de théâtre, on est vraiment parti donc de cet écrit, de ce livre unique que Marilyn a écrit avec Ben Hecht, qui est que vous connaissez peut-être, un grand scénariste. Et on s'est dit que ce qui était important, c'était de ne pas du tout partir dans l'incarnation, de ne pas avoir un dispositif qui incarne Marilyn d'une façon la blonde et tout, etc. C'est pas ça qui nous intéressait. Ce qui intéressait les Américains, c'est que dans notre propos, c'était de dire que ce qui est intéressant, c'est la petite fille qui veut devenir quelque chose, qui rêve. C'est de mettre en place la fabrique de rêves et de traverser sa vie au travers de tous les obstacles qu'elle a vécus et de montrer toute l'intelligence stratégique qu'elle a dû avoir, toute l'intelligence, toute la finesse qu'elle a dû développer pour pouvoir arriver à son rêve. Donc sur scène, ses écrits couvrent de l'enfance jusqu'à la Corée, jusqu'au moment où pour la première fois elle va monter sur scène et elle va voir opérer son personnage. Et la scène est un espace mental. Il n'y a que 2 acteurs qui racontent l'histoire. Et l'ensemble est baigné d'images et mappé sur des volumes qui dessinent les espaces et les différents temps, en fin de compte, forts de la vie de Marilyn. Donc c'est un dispositif assez brechtien où on rentre dans la tête de la personne. Alors ce qui est aussi intéressant, et j'interviens ici, c'est qu'on est sur un premier type d'immersion. Et vous allez voir qu'à travers tous ces récits, à travers ce transmédia ou à travers les différentes formes, on va aborder différents types d'immersion. Je pense que c'est les éléments que je vais évoquer tout à l'heure. Mais là, au niveau du théâtre, on est vraiment sur des immersions dont on a l'habitude. Et en fait, c'est des immersions qui portent sur la narration, qui vont nous immerger dans un autre temps, dans un autre espace et avec d'autres émotions. Et ça, c'est une première forme en fait d'immersion. Donc voilà, c'est ce que vous voyez. Donc voilà, on mappe et on est dans la tête de Marilyn et dans les différents les espaces-temps. Oui, parce qu'en fait, on a vraiment réfléchi à la question. Incarner Marilyn, c'est juste un échec total, parce qu'on tue l'imaginaire du spectateur et chacun a son idée de Marilyn. Donc du coup, nous, on voulait vraiment que ce soit l'imaginaire du spectateur qui fabrique sa Marilyn à lui. Donc du coup, on le met au travail et le spectacle vivant permet ça, en fait. Alors, le deuxième média qui rebondit sur la pièce de théâtre, donc c'est l'autobiographie de Marilyn, c'est elle qui l'a écrit, c'est les mots qu'elle a choisis pour se raconter, c'est son histoire et c'est comment elle construit son personnage. Sauf qu'on est dans une époque où il y a des choses qu'on ne peut pas dire, donc des fois, quand on s'est intéressé à la vie de Marilyn, elle a transformé certains éléments pour ne pas heurter les personnes dont elle parlait et les choses qu'elle dénonçait dans l'industrie hollywoodienne. Et donc, ce qui a été intéressant aujourd'hui, c'est de faire un vrai travail d'archiviste pour voir qu'est-ce qui était faux dans ce qui était raconté dans cette autobiographie, qu'est-ce qui était vrai, comment Marilyn voulait se raconter et où étaient les décalages. Et en fonction de ce travail, donc nous, on a vraiment fait un travail de recherche de ce qui était vrai, ce qui était faux. On est allé voir des gens qui avaient vraiment étudié avec des iconographies à l'appui la vie de Marilyn. Et on a réadapté en roman graphique son autobiographie. Pour ça, ça s'est fait avec une dessinatrice qui s'appelle Sandrine Revel, qui avait déjà fait un magnifique roman graphique sur Glenn Gould. Et donc, ce que j'aimais, moi, dans son travail, c'est qu'elle n'était pas dans quelque chose juste d'illustratif, mais qu'elle cherchait dans le dessin à reproduire une émotion, du sensible. Et je trouvais chouette que ça soit une femme qui dessine l'autobiographie de Marilyn. Moi, j'étais une femme, j'allais écrire aussi son histoire et ses dialogues. Donc, j'ai eu un coup de cœur pour cette dessinatrice et je lui ai dit, est-ce que tu veux bien travailler avec nous pour mettre cette pierre à ce récit? Et c'est comme ça que l'aventure est née. Et donc là, on est parti d'un autre parti pris, parce que nous, c'est très important pour le transmédia. Aucun média ne doit avoir la même dramaturgie, sinon on est dans du copier-coller. Donc là, contrairement à la pièce où Marilyn raconte son histoire, on est dans l'imaginaire du spectateur. Dans la roman graphique, on est là où a eu lieu l'écriture de cette autobiographie, au Beverly Hills Hotel, dans une rencontre entre Marilyn et Ben Hecht, et on est dans des flashbacks entre le présent, le passé, et la construction de Marilyn, de la blonde, de ce personnage mythique. Tu veux dire quelque chose ? Ouais, là, on est sur le même type d'immersion où c'est la narration qui va guider ou accompagner en fait le lecteur et qui va l'emmener dans un autre monde ailleurs. C'est vraiment sur l'émotion, encore une fois, que cela se situe, avec des aspects qui sont cognitifs,
qu'on retrouve, c'est-à-dire qu'on va raconter une histoire et faire appel à la raison aussi en fait, du lecteur. Là. Alors, pour l'installation, qui est donc la porte d'entrée du récit, c'est-à-dire que quand on veut aller voir l'expérience Mondrault, on commence par l'installation. Pareil, on voulait questionner qui était cette femme cachée derrière cette icône, mais on s'est dit, on ne va pas juste faire une expo de photos, ça ne nous intéressait pas. On voulait vraiment rendre le spectateur actif. Et donc pour ça, on a utilisé des propositions sonores, musicales, digitales et visuelles pour pousser le spectateur à interagir. Et par exemple, on a reconstruit l'estrade Marilyn avec des capteurs qui déclenchent une soufflerie. Chacun, en famille, seul, en kilt, en pantalon, comme on veut. Tout le monde est invité à aller faire cette Marilyn. Et la Marilyn qui est en lui a créé une pause. Les gens nous envoient leurs photos une fois qu'ils ont fait la pause Marilyn et on réintègre dans l'exposition les photographies après. Et donc c'est pareil pour chaque module. Là, je vous donne un exemple, mais tous les modules génèrent une interactivité et un engagement du spectateur. Et vous pourrez être cette Marilyn à partir du 27 mai ici, au Forum des Images. Donc on vous invite vraiment à venir réveiller la Marilyn qui est en vous et à nous envoyer les photos. Parce qu'on commence à avoir une collection magnifique de spectateurs de la France entière dans notre collection. Bien sûr, il y a aussi des interviews exclusives aussi dans cette installation sur certains aspects de Marilyn, sur la fabrication de l'icône. On est allé à New York, on a rencontré une des meilleures amies de Marilyn qui est encore vivante et qui nous raconte les dernières périodes de sa vie et toutes les références qu'on fait dans la pièce. Et qui peut nous éclairer. Amy Green, qui était la femme de Milton Green, avec qui ils ont monté une boîte de production. Donc on peut entendre comme ça dans l'installation différents angles, différents points de vue sur la fabrication de l'icône. Et vraiment le choc qu'on a eu il y a des années au départ de ce projet, en se disant mais en fait Marilyn c'est pas du tout l'image qu'on nous raconte, qui est finalement toutes les images fausses véhiculées sur les stars, les étoiles. Et donc à chaque fois on a envie de jouer avec ça, c'est-à-dire ah mais je pensais que Marilyn c'était ça, ah bah finalement non, Marilyn ce n'est pas une blonde idiote, ah Marilyn elle a monté une boîte de production, ah Marilyn elle a voulu faire ses propres films. Ah, elle était majoritaire de sa société de production à une époque où c'est pas du tout courant pour une femme de monter une boîte de production pour réaliser ses rêves. Et donc c'est vraiment un modèle très inspirant parce qu'on a tellement, et le dernier film de Netflix en est un exemple, on a tellement de choses qui sont des fictions mais présentées comme des réalités sur Marilyn Monroe que finalement le travail de déconstruction il est juste magnifique et il fait réfléchir aussi sur les images, sur la fabrication d'idées fausses et comment ça se met en marche. Donc du coup, utiliser ce mythe pour déconstruire les idées reçues, c'est notre procédé. Alors là, on peut être juste sur le physique, si on veut pousser la chose, c'est qu'on va demander là aux spectateurs de physiquement s'engager en fait dans l'installation. Donc il est partie prenante. Donc ça, c'est une autre dimension. Alors pour la VR, on est parti vraiment parce qu'on est dit on fait hommage quand même au travail des acteurs. Et dans les acteurs, à cette période de Stanislavski, de l'acteur de studio, tout ce qu'elle a fait à New York, il y avait quelque chose qui était essentiel pour elle. C'était, on travaillait souvent sur, vous savez, sur les mémoires affectives. Pour pouvoir jouer, pour pouvoir lancer les choses, le moteur de l'action, c'est la mémoire affective. Et on s'est dit, ce serait très intéressant dans la VR de partir d'ensemble de mémoires fortes, des moments forts que Marilyn va pouvoir faire traverser aux gens qui vont rentrer dans la VR. Donc ça, c'est vraiment le module qu'on a développé avec le SAS, et d'ailleurs grâce au SAS, parce que sinon on n'aurait pas pu aller au bout de ça. Et bien sûr, ça nous permet de déconstruire tous les clichés, mais bon, sans la VR, sans le SAS et tout, etc., et toute la technologie qu'il faut amener dans le récit et dans l'écriture de cette boîte à mémoire que les gens peuvent traverser. Et juste, en fait, il y a une évidence ici, et là on bascule sur vraiment un autre domaine, et c'est le numérique qui le permet, c'est-à-dire que l'immersivité, et non plus l'immersion du dispositif, permet d'accaparer en fait l'ensemble des sens du visiteur. L'ensemble, on est sur l'audition et sur la vue, mais c'est déjà pas mal, afin d'immerger le spectateur dans cet autre monde. Et la VR permet ça. Et vous voyez la différence par rapport aux autres éléments où les sens sont laissés libres dans le théâtre, dans le roman graphique ou dans l'installation. Quand vous arrivez dans la VR, on capture vos sens et on leur donne en fait l'univers qu'on veut que vous voyez et que vous écoutiez.
Et donc le projet en réalité virtuelle s'appelle Memory Box, mais il est diffusé aussi bien dans des lieux complètement insolites, où l'idée c'était vraiment de se dire, je peux revenir en arrière, se dire on peut aller dans des maisons de retraite, on peut aller dans des hôpitaux, on peut aller même dans des cimetières, et on amène Marilyn pour aller capter des gens qui n'iraient pas forcément au théâtre parce que c'est pas leur culture. Et finalement, avec l'objet en réalité virtuelle, eh bien, on leur dit bah oui, voilà, regardez, c'est associé à du spectacle vivant, et ça nous permet d'amener des jeunes ou des gens que le théâtre aurait un peu perdu pour vivre cette expérience. Et aussi, c'est ce qu'on présentera au Capucin à Brest avec XC, c'est adapté non pas pour un rapport individuel, mais pour une cinquantaine de personnes, dans une structure immersive 360, ce récit Memory Box VR. C'est un peu l'idée aussi de faire des blind dates VR, ça nous amusait beaucoup, de pouvoir être en seul à seul ou à plusieurs, et tout ça avec Marilyn. Et c'est encore une fois inciter à pousser les gens à venir traverser quelque chose et à pousser la porte d'un théâtre pour entrer dans un récit et s'immerger à plusieurs dans une expérience. Et donc là, passer de la VR au 360, en fait, c'est imaginer un monde qui est tridimensionnel, qui est le monde dans lequel on vit, ou le cas dans lequel on a peut-être l'illusion de vivre, et le projeter en 360, donc autour en fait des spectateurs, autour des visiteurs, et le ramener en fait sur 2D. Parce que la plupart des éléments qu'on a du monde sont bidimensionnels, c'est-à-dire que c'est projeté sur le fond des yeux. On a certes ces deux écrans au fond des rétines, un peu loin dans le cerveau, mais ça reste bidimensionnel. Et donc le passage de la 3D VR au 2D raconte un peu ça. Et ce mélange, en tous les cas, ou cette transition, cette hybridation sur laquelle on va travailler, c'est-à-dire le 360 et la VR, c'est vraiment le passage du monde 3D, 2D, et comment les deux peuvent interagir ensemble. C'est comment des personnes peuvent rentrer dans la 3D et interagir avec des gens qui sont dans cet univers 360. Donc ça, c'est un travail qui est en cours et qui fait écho, et ça j'en parlerai sans doute tout à l'heure, à Artcast 4D, sur lequel on travaille. Et donc le dernier module de ce récit transmédia, c'est la série Certains l'aiment froid. En fait, en 1960, Marilyn Monroe a fait congeler 18 de ses ovocytes. Comme elle voulait un peu les protéger des studios, elle les a ramenés en France, où elle s'est dit qu'ils seraient un peu plus en sécurité. Ils sont restés secrets, ils ont été gardés sans aucun problème, mais il y a eu des négociations extrêmement tendues avec la CIA qui finalement décide de récupérer ces ovocytes. Et en juin 2023, ces ovocytes prennent le départ pour les États-Unis. Mais au moment de partir pour les États-Unis, une Française qui s'appelle Ève et qui est monitrice d'auto-école à La Courneuve, qui ne peut pas avoir d'enfant, qui a des gros soucis pour cela et qui est militante d'extrême gauche, devient propriétaire de ces ovocytes. Donc des tractations, des problèmes géopolitiques énormes vont apparaître. Tout le monde veut récupérer l'ovocyte de Marilyn. Et c'est l'enjeu de cette série et de ces 10 épisodes qui va finalement obtenir l'ovocyte de Marilyn. Vous l'avez compris, c'est un point de vue créatif français sur l'icône américaine. C'est ce qu'on a dit aux Américains qui nous ont dit oui, on était prévenus. Arthur Miller disait toujours il y avait que les Français qui pouvaient comprendre Marilyn. Donc voilà, on espère qu'on vous a donné envie de venir voir ce parcours, ce projet qui aura lieu le 3 et le 4 juin, et qu'on pourra vivre ensemble et parler ensemble. Et c'est la première fois qu'on peut faire une expérience globale. Donc ça, c'est grâce à Michel Ziegler et c'est grâce au Forum des images, parce que souvent, on n'a pas les lieux qui permettent ça. Donc là, on peut faire l'installation, la VR, la pièce de théâtre. Donc voilà, c'est ambitieux. On a une petite vidéo pour vous donner envie. On a peut-être une petite vidéo pour vous donner envie de venir faire l'expérience au Forum des images. The true things rarely get into circulation. It's usually the false things. Marilyn Monroe, c'est une femme qui est connue dans le monde entier, mais finalement, on la connaît très mal. Tout le monde a une idée sur Marilyn. Les écrivains, les réalisateurs, les scénaristes se sont emparés de son image pour raconter leur vision de Marilyn. Mais en fait, on se rend compte que cette femme a laissé plein de secrets. Et donc, nous, ce qui nous a intéressés, c'est d'aller voir qui était caché derrière cette icône. My name is...
treats it just a... Good morning, Dr. Fulton. Le transmédia, pour moi, c'est une manière de prendre les outils qu'on a aujourd'hui pour amener les gens dans le réel, toutes les écritures virtuelles qu'il y a, tous les niveaux de réalité qui sont différentes aujourd'hui, de pouvoir les organiser, écrire des histoires à plusieurs niveaux dans lesquels on va pouvoir rencontrer les gens, les communautés dans le réel. C'est une narration sur plusieurs médias avec à chaque fois un point de vue dramaturgique différent pour raconter une histoire globale. Avec la réalité virtuelle, vous êtes invité à plonger dans les mémoires de Marilyn, à jouer avec elle, interagir, traverser ses pensées, ses secrets, avec le risque, qui sait, d'être observé par elle. Donc voilà, on espère vous retrouver très bientôt dans nos espaces pour redécouvrir un peu ce mythe de Marilyn. Ce qui est intéressant, je trouve, et qui est vachement ressorti dans ce que tu disais, Stéphanie, et ce que tu disais, Benoît, c'est la notion de transmédia, qui est un mot qui a un peu perdu en popularité ces dernières années dans le secteur de la XR. Et justement, je trouvais intéressant de voir comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ce mot de transmédia, qui ressort vraiment dans votre discours. Et est-ce que cette perte de popularité du mot, elle a à un moment impacté la réception de votre projet? Alors nous, vraiment, on assume totalement le mot transmédia. On a remarqué qu'en fonction de l'évolution du titre de la subvention du CNC, il y a des mots qu'on n'a plus le droit d'utiliser, mais en fait, nous, on pense que ce n'est ni l'industrie, ni les organismes qui financent les projets qui doivent décider comment on les appelle. Et vraiment, transmédia, pour nous, est le mot le plus adéquat pour définir l'expérience Monroe. Donc, on l'a utilisé. Bon, nous, nos partenaires étaient plutôt étrangers, puisque c'était Joshua Green, donc on n'a pas eu de soucis avec ce terme-là. Mais par contre, les soucis, c'est pas tellement sur la sémantique, les soucis, c'est sur les espaces de diffusion, en fait. donc voilà. Si tu peux rajouter quelque chose. Non, c'est vrai. La difficulté, c'est surtout ça, c'est de l'ensemble de la construction et de l'ensemble des briques qu'on met en place, de trouver un espace qui permet de construire l'ensemble et d'avoir une vision d'ensemble dans le parcours. Mais les Américains, quand on parle transmédia, ça leur parle tout de suite. Ils n'ont pas du tout. C'est pas quelque chose qui n'ont pas la même. Ils n'en ont pas la même définition. En tout cas, ça ne les a pas du tout choqués. Par contre, vu qu'on parle de sémantique, il y a une chercheuse qui s'appelle Karine Alperd, qu'on a rencontrée quand on était à New York au French American Digital Lab, qui, elle, réfléchit sur les mots utilisés pour ce genre d'expérience, et elle appelle ça des œuvres expérientielles, c'est-à-dire le virtuel, le digital, oui, pour des œuvres transmédia, mais en même temps, il y a une proposition de support physique et d'œuvres où il y a du vivant qui est là et qui est au cœur de l'histoire. Et elle dit cette chose-là, même s'il y a une coupure d'électricité, il reste quelque chose de l'expérience. Donc voilà. Et je trouvais ce terme intéressant, quelque part, si je n'avais pas utilisé transmédia, œuvre expérientielle, je me dis pourquoi pas. Voilà. Ce qui donne de toute façon le nom à l'expérience Monroe, hein. C'est vraiment cette idée que le spectateur, et on a du mal à le définir, hein, ça peut être le regardeur dans un cas, le spectateur, l'auditeur, le lecteur, et en fait, c'est finalement l'expérience complète qui participe en fait aux émotions
reçu par cette personne, par chacun. Mais justement, Xavier, toi aussi, à travers Artcast 4D, ce qui est intéressant, c'est que tu questionnes aussi l'usage d'un mot valise, qui est aussi employé un peu à tout va et qui est l'immersion. Est-ce que tu veux déjà commencer par nous présenter les fibres d'Ariane et le projet plus global Artcast 4D ? Je peux rentrer effectivement là-dedans. Donc vous avez, je pense, compris que j'étais dans l'immersion. Alors je ne sais pas si je suis immergé dans ce terme, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pratiquement partout, on fait de l'immersion. Vous allez, c'est au Waldorf Hotel où vous avez l'exposition Banksy, et cette exposition est immersive. Qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve des œuvres de Banksy, bien sûr, qui ont été retravaillées en tout cas par d'autres street artistes. Et on va trouver un éclairage d'ambiance, on va retrouver des vidéos et des textes. Voilà. Et donc ça contribue à l'idée que l'immersion est partout. Alors ce qui est rassurant, c'est que je pense qu'on est tous immergés dans nos vies, en tout cas dans l'existence et dans le monde qui nous entoure. Donc ça, on le sait. Si on revient un peu sur cette idée d'immersion, c'est plus ce qu'on vit lorsqu'on va plonger dans l'eau. Cette idée d'être immergé dans un autre milieu où tous nos sens finalement sont accaparés par ce milieu. Donc la question de cette définition est un peu au cœur effectivement de notre travail dans Artcast 4D, dont je ne suis pas le responsable scientifique ou artistique. En fait, c'est un projet qui est plus grand bien sûr que l'Université Paris-Saclay, qui réunit 10 partenaires et qui est porté par l'Institut Polytechnique de Milan et qui est centré sur AACID et MD-Light, en fait. Alors, c'est deux acronymes qui ne vous disent pas grand-chose. Là, dans la salle, il y a Ma Berrier, qui est à l'origine de AACID, et qui est finalement la plateforme logicielle, et MD-Light, la plateforme matérielle, qu'on est en train de développer dans ce projet, et c'est l'objet de ce projet, qui est une plateforme, en fait, 3D temps réel. Comment on amène le 3D temps réel à disposition ou à portée de main, à la fois des professionnels, mais à terme, après, des institutions et finalement des expérienceurs, je ne sais pas si on pourrait dire ça, mais en tout cas ceux qui vont avoir cette expérience. Et donc c'est en développement, et d'ici, ça a commencé en septembre, d'ici 3 ans, on aura à disposition cette plateforme, à la fois logicielle et matérielle. Alors matériel, qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est un peu tous les... Pardon ? Ah oui, pardon, ce qui est important, et c'est Ma qui me le souffle, c'est que le logiciel sera open source, c'est vraiment cette idée. C'est un projet européen, l'idée c'est de mettre ça à disposition. Ça signifie qu'on est dans la collaboration, il y a 10 partenaires au sein de Artcast 4D, et on travaille sur les différentes dimensions de ce 3D temps réel. Donc ça, c'est aussi une invitation que je peux vous faire. Si vous êtes intéressé, allez sur la page de Artcast 4D et retrouvez peut-être cette communauté qui commence à travailler sur ces 2 aspects, logiciel et matériel. Matériel, alors le plus simple qu'on envisage dans 3D temps réel, on a vu des éléments là, le 3D temps réel, la VR, c'est du 3D temps réel. Après, dans l'espace public, on va être plutôt sur quelque chose qui sera une vidéoprojection et capteur, de telle sorte que ça va interagir effectivement avec nous. Ça, c'est l'idée du temps réel. On est au-delà de la génération, on va aussi impliquer l'interaction. Donc ça, c'est les éléments qui constituent Artcast 4D et dans lesquels nous, on s'insère. Alors ça, c'est l'Université Paris-Saclay, à travers les clés de l'immersion. Qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui autorise, qu'est-ce qui invite, qu'est-ce qui ouvre la porte de l'immersion ? Alors, en VR, on sait très bien que le dispositif lui-même, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est ce terme d'immersivité, c'est-à-dire cette idée que technologiquement, on a les outils pour assurer l'immersion. De façon plus simple, et on va dire en projection, vous avez l'atelier des Lumières, par exemple, ou le Jam Capsule, si on est sur Paris, où vous rentrez dans ce lieu, vous avez payé votre place, on ouvre la porte, vous rentrez dans une boîte noire, et une fois que vous êtes dans cette boîte noire, tout est contrôlé. Alors contrôlé comme dans la VR, sauf que c'est projeté sur les murs. Vous avez 140 vidéoprojecteurs, 80 haut-parleurs, et vous êtes immergé dans ce monde. Alors que ce soit le monde de Klimt, de Van Gogh, ou même Tintin plus récemment. Donc ça, c'est les formes d'immersivité qui vous assurent quelque part que l'expérience sera vécue comme immersive. Là où on va se placer dans Artcast 4D, et c'est là que les fibres d'Ariane interviennent, c'est l'espace public. C'est-à-dire que
les passants, qui ne sont plus des spectateurs, qui ne sont plus des visiteurs, n'ont pas ce code de « je prends une place pour aller voir quelque chose, pour vivre une expérience ». En fait, ils passent et n'ont pas a priori prévu de s'arrêter et d'interagir avec le dispositif qui est présent. Alors la question peut savoir quel dispositif on peut mettre en place. Ça, c'est les questions qui se posent. Nous, on a depuis 2018 installé devant le Forum des images, au moment de la création de l'école Toumo ici, sur la création numérique, on a installé un dispositif interactif. Alors, l'immersivité, elle est relativement légère. Pour nous, une des clés de l'immersion peut être l'interaction. Et donc, il y a 11 capteurs, il y a 8 écrans. Les gens passent dans cette rue qui est la rue du cinéma. C'est une des rues les plus passantes. Et certains s'arrêtent, d'autres pas. Et donc ça, c'est le point de départ de l'étude, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que ces passants s'arrêtent, interagissent et surtout éprouvent ce sentiment d'être immergés, donc d'être ailleurs, à la fois spatialement, temporellement et aussi de façon émotionnelle. Donc physiquement, c'est sûr que s'ils s'arrêtent, ils vont faire quelque chose qui n'a pas été prévu pour eux. Et donc ils changent quelque part de monde, on glisse d'une réalité à l'autre. Et l'idée, c'est de trouver quelles sont les clés qui permettront ce décalage ou ce glissement de réalité. Donc il y en a plusieurs qui sont possibles. Et on est au-delà de ce que vous voyez qui est derrière depuis tout à l'heure. En fait, je n'ai pas l'image des fibres d'Ariane parce que, étant ici, je pense qu'en passant rue du cinéma, je pense que c'est la meilleure façon de voir en fait, cette expérience et de passer devant les fibres d'Ariane. Là, on est sur tout à fait autre chose. C'est pour le coup ce que les musées ont l'habitude de faire. Donc là, on est beaucoup plus en statique. C'est-à-dire, quelle est la différence entre l'image de gauche et l'image au centre? Si vous regardez, eh bien, là, vous avez la place carrée, 800 mètres carrés, des milliers, des millions de visiteurs qui viennent tous les jours et qui passent ici, se donnent rendez-vous, traversent pour aller au cinéma qui sont plus loin, au Forum des images. Et là, l'image du centre, en fait, elle est différente parce qu'il y a comme un changement, en tout cas un déplacement du centre de gravité. Et les gens se trouvent devant ces deux colonnes, s'y arrêtent, et vous voyez que l'attention est attirée vers ce centre. Et la différence, si vous regardez au sol, vous avez 3 ronds, là on en voit 2 blancs qui sont au milieu, et vous avez aussi quelques indications avec des lignes qui conduisent vers là. Et cette différence, c'est vraiment de la muséographie, c'est-à-dire que vous donnez l'autorisation aux visiteurs. Il y avait la même chose entre les 2 colonnes. Hein. Et ce que les gens voyaient, c'est ce que vous voyez sur la 3e image, où vous aviez un miroir augmenté par imagerie médicale. Les gens passaient devant et rentraient à l'intérieur du corps, donc comme s'ils découvraient la profondeur, c'est-à-dire les 3 dimensions de l'espace, et non plus juste la surface de leur corps. Et donc cette différence, elle est juste là. C'est que vous donnez l'autorisation aux gens d'interagir avec un dispositif et de rentrer dedans. Alors c'est un peu différent, on n'est pas sur de l'immersion forcément, on est sur cette interaction avec cette disposition que les gens prennent, c'est-à-dire de se dire, il y a 3 cercles, je me mets devant, donc quelque part on indique et en même temps on contraint en fait, les passants à interagir d'une certaine façon avec le dispositif. Ils ne sont pas libres finalement de leur interaction et de leur expérience propre. Et une fois que ça c'est défini, vous voyez que les gens se mettent autour et forment eux-mêmes un propre théâtre, puisque chacun son tour va interagir une fois que celui qui est sur scène, en quelque sorte, interagit. Au Fibres d'Ariane, c'est différent, il n'y a pas d'indication, les gens passent, et donc qu'est-ce qui va faire qu'ils vont s'arrêter? Là, on rentre dans Artcast 4D, où une des clés pour nous, au-delà de l'interaction, qui était la première, c'est vraiment l'attrape du sol. C'est-à-dire que comme la VR saisit vos sens, eh bien, imaginez que le sol se dérobe, ou en tout cas est modifié, alors que vous êtes en train de marcher. C'est forcément une façon relativement facile pour vous faire glisser d'une réalité à l'autre. Donc on va augmenter les fibres d'Ariane d'une vidéoprojection au sol, qui, même chose, sera interactive et qui dépendra en fait de ce que vous faites. Ce qui est intéressant, c'est que à la fois le projet Fibres d'Ariane et Artcast 4D et le projet Expérience Monroe conjuguent
différents aspects, différentes expériences. Comment est-ce que vous construisez des projets comme ça? Est-ce que vous devez les construire brique par brique ou est-ce que vous avez les moyens, dès le départ, de proposer un projet complet? Alors, pour l'expérience Monroe, où il y a du spectacle vivant et où à chaque fois, pour chaque média, c'est vraiment des secteurs extrêmement différents. C'est impossible d'aller voir une seule personne et de lui dire bah voilà, on veut faire ce projet-là. Donc, on est effectivement obligé de faire une première partie qui est une sorte de pré-maquette et au fur et à mesure d'aller convaincre les gens du secteur pour pouvoir upgrader l'expérience. Enfin, nous, ça nous est jamais arrivé. C'est notre 3e projet transmédia. On en avait fait un sur le chômage et le recyclage des chômeurs, et puis un autre complètement différent sur des enfants dans des cités qui étaient suivis par des éducateurs de rue et qui, à travers un récit transmédia, se reconstruisaient. À chaque fois, on n'a jamais eu d'emblée tous les budgets pour faire ce qui était proposé au départ. Donc, on y allait, on faisait un petit bout et après, on complétait. Alors, c'est assez exceptionnel. Pour les films d'Ariane, en fait, c'est effectivement le Forum des images qui est à l'origine, finalement, de cette œuvre, enfin, en tout cas de la commande de cette œuvre. Et donc, ça nous a permis de créer les films d'Ariane. Après, dans la poursuite, on retrouve finalement ce que tu décris, Stéphanie, c'est une construction brique à brique, c'est-à-dire sur des installations de ce type. Eh bien, on va effectivement construire, et ça peut prendre quelques années de ça, construire petit à petit chaque projet et arriver là aujourd'hui. Les films d'Ariane vont peut-être, enfin aujourd'hui, on va dire demain, lorsqu'on va commencer à faire la vidéoprojection au sol, eh bien, vous voyez que l'œuvre est évolutive et évolue en fonction bien sûr des éléments que l'on cherche à y mettre et en fonction, comme tu l'as dit, en fonction des financements. Mais c'est aussi important qu'il y ait des lieux comme le Forum des images ou le SAS, c'est-à-dire des lieux physiques réels où on peut rencontrer les gens dans le réel pour voir, parce que derrière les mots se cachent des habitudes de métier, j'allais dire aussi. Il y a des univers et le sens et le rapport aux mots et à l'émotion et à l'espace n'est pas le même. Et c'est important qu'il y ait des lieux physiques. Moi, c'est nous, on vient du spectacle vivant, on le sait, mais on tient à qu'on rencontre les gens d'abord dans le réel pour pouvoir ensuite partir ensemble. Et c'est important qu'il y ait des gens qui fassent confiance sur une idée, parce que ça, c'est vraiment ce qui disparaît de plus en plus, c'est-à-dire les gens, ils veulent voir, il faut que ce soit concret, ils veulent que la chose ait été faite pour s'engager. Et ça, c'est un vrai problème pour ce genre de projet. Donc, heureusement, c'est eux qu'on cherche et c'est eux avec qui on construit dans l'avenir, mais voilà, des gens qui partent sur juste un concept au départ. Alors, je peux peut-être à ce moment-là, parce on l'a évoqué à plusieurs reprises, on parle du SAS, en fait, qui est un groupe Sciences, Arts, Société sur le campus de l'Université Paris-Saclay. Et effectivement, on a cette chance, alors ça paraît peut-être étrange, mais on occupe le grand hall technique de l'accélérateur linéaire d'Orsay, en fait, qui est parti sur le plateau et est devenu le synchrotron Soleil. Mais pour le cas, et Ma le sait, effectivement, on a 300 mètres de long, donc on peut y glisser un peu la tour Eiffel en long, 10 mètres de large, 10 mètres de haut. Et donc ça nous permet effectivement d'expérimenter, alors pas simplement en temps réel, mais en espace réel. C'est-à-dire que c'est là où vous trouverez cette structure 360 qui était présentée dans l'expérience Monroe et qui partira aux ateliers des Capucins. C'est-à-dire qu'on peut vraiment expérimenter là directement. Et donc, vous êtes invité, si vous voulez aller dans la banlieue sud de Paris et à l'Université Paris-Saclay, vous êtes invité à voir. Alors, c'est un atelier, c'est un grand atelier dans lequel on travaille. C'est très agréable parce que c'est un lieu très connecté, mais ça offre une véritable déconnexion du monde. Oui. En hiver, il faut venir avec des doudounes. Et justement, Xavier, tu parlais d'expérimentation. Quelle place ça prend, la phase expérimentation, dans vos projets ? Alors, je dirais que ça prend toute la place, mais après vous me corrigez, c'est-à-dire qu'on expérimente tout le temps. Et on va parler de l'expérience Monroe, mais si je reprends les fibres d'Ariane, effectivement, on a expérimenté au départ, et on a expérimenté au SAS, on a installé au Forum des images, et on a poursuivi l'expérimentation avec les passants. Et aujourd'hui, Artcast 4D et cette recherche sur les clés de l'immersion vraiment s'inscrivent dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que l'œuvre, quelque part, est jamais finie, mais ça, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, ne serait-ce que pour un roman,
même si c'est un débat qui est toujours en cours, où l'œuvre existe-t-elle? Est-ce que c'est dans les mains du lecteur ou c'est dans la main de l'écrivain ou de l'écrivaine? Ça, c'est des questions, bien sûr, qui sont posées. Mais en tout cas, au niveau numérique, pour moi, il y a une espèce d'évidence qui est que l'interaction étant centrale, en tout cas dans les travaux que nous faisons, eh bien, on a besoin, bien sûr, et elles s'expriment en tout cas, et elles vont évoluer, elles vont exister à travers l'interaction avec les expérienceurs, je sais pas. Voilà. Et nous, d'un point de vue physique, l'installation qui accompagne l'expérience Monroe change à chaque fois. C'est-à-dire que c'est le lieu, la topologie du lieu qui va impliquer la scénographie et même les supports qu'on va construire. Donc c'est toujours une nouvelle création et c'est jamais le même projet qu'on recollerait dans un espace. Et puis après, sur le point de vue de l'écriture aussi, chaque technologie nous impose de poser des conventions dans le récit pour faire rentrer les gens dedans. Et donc à chaque fois, ça aussi, au niveau de l'écriture, ça revisite l'endroit où on veut amener les gens, et ça revisite aussi l'aspect de l'intimité. C'est-à-dire comment les gens peuvent rentrer et être touchés intimement dans les projets. Donc chaque technologie nous impose d'expérimenter et même de revisiter les choses. Et puis comme les projets sont très participatifs, qu'en plus on rencontre vraiment beaucoup les gens, même après le spectacle vivant, sur comment ils ont vécu l'expérience, tous les retours, on les écoute et certains des retours sont pris en compte pour modifier à la prochaine diffusion l'expérience suivante. Écoutez, on arrive à la fin de l'échange, mais en tout cas c'était hyper intéressant de vous entendre parce qu'il y a plein d'enjeux plus globaux qui ont émergé, donc l'expérimentation, le besoin de décloisonner, le lien avec la recherche, etc. Et que vous pourrez creuser pendant les questions-réponses. Juste avant, moi j'ai une petite annonce à faire, donc j'en parlais tout à l'heure pour mon petit teasing, mais en tout cas on est très heureux d'annoncer le lauréat de notre résidence de développement qu'on met en place avec Taïwan et qui sera donc invité à aller à Taïwan, à Kaohsiung cet automne pour développer son projet. Et donc on est très heureux d'annoncer à l'équipe de Deep Ecology, donc qui est l'équipe du studio U2P050, qu'elle est invitée à aller à Taïwan pour développer son projet cette année. Donc on est très heureux de les accompagner et je crois qu'il y a des membres de l'équipe qui sont dans le public. Voilà. Mais en tout cas c'est un projet d'exposition immersive qui utilise plusieurs dispositifs XR pour offrir au public un voyage à travers l'infrastructure qui sous-tend notre monde de plus en plus numérisé. Et donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller leur poser des petites questions. Est-ce que vous avez des questions à poser à Xavier, à Stéphanie ou à Benoît ? Pardon, la question était qu'est-ce qu'un auteur numérique? On va juste répondre peut-être à cette question. Pardon. Well, hopefully I understood at least 85% of what I just heard before. I will have to ask in English because my French vocabulary is really not enough for this. My question would be for the panel, but now that I understood what they are also being supported to do, maybe they have something to pitch in. Well, I've worked a little bit with XR devices, including VR and see-through AR headsets. And if I understood correctly, there are some of these in the Marilyn Monroe experience. I saw some HTC Vives, which are fairly common nowadays. And if I also understood correctly, the Forum des Images wants to support, create conditions for artists to develop and also exhibit VR, AR, XR, etc. works. And these are pretty challenging. These devices are extremely heterogeneous. People are not used to them. They're cumbersome, they have cables. The experience is very, let's say, limited to one person, as for instance, in the examples you showed, everyone can be involved in one way or another. When you have the headsets and all this type of equipment, it's just for one person. You need several of them. People have to take turns.
either you leave them hanging for people to pick them up, or you have a team and organize sessions, etc. So my question would be, which of these have you come across, and which strategies did you use, and which suggestions would you have for venues, exhibitions, and etc. centers to support such devices in the future better? So what can we do about this? Maybe I can answer if you want. Yes. Basically, I think for the for Marilyn experience, we actually going to wireless Googles, such that it's not like all these cable issues. But of course, it requires settings, and it requires always someone who can actually help people to just put the Googles on and make sure that they don't bump to each other, even though we do collaborative VR such that everyone sees the other ones. So normally it's okay. But we're dealing with a broad audience, mostly at Forum des Images. It means that they are not used to VR necessarily, which means that they need some, not training I would say, but at least indication on how to deal with it. So I totally agree with you. It's a difficult and it's a critical issue with VR. That today, I mean, it's not like you can use your smartphone and get connected onto the audio of a museum and visit the. People know how to do it this today, but not with VR yet. Possibly in the future, I'm not sure. But at least today, what we aiming at least is to this wireless, Googles. So that's one thing. And the other route that we are taking is that the one that we mentioned about VR and 360, so that you can have hybrid universe. Yeah, it means that some people can actually take the Googles, put them on, and some will not. But they're still actually sharing the same, not necessarily the same experience, but at least the same universe. And we have set up where we, for example, everyone who enters the 360 structure becomes a galaxy in the deep universe around. And I could actually put the Googles also, if I want. And then I will see the others not anymore like human beings, with their galaxy projected on the walls, but actually I'll see only their galaxy in a 3D environment. So I can evolve with them, and I can also interact with them. I can actually distort the black hole that is in the center, and they will see the effect. So you see that we're trying to hybridize the two universes so that it's not like a single person, or at least a few people who can actually enjoy it. That's a good strategy, thank you. It requires more personnel, naturally, and more equipment and more production time, but, well, yeah, that's a strategy. Yeah. Yeah, but the idea, I think, but it's a difficult choice. The idea is that since you're developing in 3D, you can, in principle, but it's only in principle, you can decide, because the whole universe that even the iron fiber you will see outside, it's a 3D universe. But what we do the projection seen from the user's point of view. So you can imagine that if you develop fully in 3D, you can eventually project in 2D in this, 360 universe. It's a bit more trickier than I am aware, said, but it's possible. It's easier than in 2D, for sure, yes. Yeah. And you had a question. Oui, on avait une autre question. Artiste numérique. Qu'est-ce qu'est un auteur numérique? Attendez, veuillez patienter, s'il vous plaît. C'est bon? Bonjour. Ouais, ma question est simple, c'est qu'est-ce qu'un auteur numérique? Voilà. Alors, la réponse est, je veux dire, elle est double en fait. Ça pourrait être un ordinateur tel qu'on le dit comme ça, qui serait un auteur, mais c'est pas du tout la réponse. L'auteur numérique, c'est effectivement quelqu'un qui va créer à partir d'un ordinateur, d'un programme, une œuvre. Ça, c'est pour le dire simplement. Après, ça prend plein de formes. Pour moi, un auteur, c'est quelqu'un qui invente un monde. Alors après, il l'invente avec des mots, et c'est un auteur de l'écrit, mais s'il l'invente qu'avec des formes numériques, là, il devient un auteur du numérique. Mais en fait, voilà, c'est pas le support qui compte. Pour moi, c'est ce qui précède
le support, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on invente quelque chose qui n'existe pas et qui est singulier et qui dépend de ce qu'est la personne et de ce qu'elle a envie de dire et de ce qui la constitue. Et c'est vrai que c'est assez ambigu dans la mesure où finalement on va passer du numérique et on ne sera pas que numérique, on va être plastique aussi, on va être, comme le dit, peut-être graphique. Et donc tout ça, c'est des dimensions qui vont répondre soit à la nécessité de la création. Et donc on a besoin de ces outils propres au numérique, propres au plastique, propres au graphisme, pour mettre en œuvre en fait la création. Merci. Est-ce qu'on a une dernière question avant de clôturer? Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fini. Je vous invite à suivre les réseaux du New Images Hub et notre site web. Si ça vous intéresse, on a toutes nos actions.